Bonjour à tous et bienvenue chez Albin Michel. Je suis ravi de vous recevoir au 22 rue Huygens pour notre deuxième émission Studio Huygens. Tout d'abord, merci de nous avoir autant suivis pour la première émission du 15 mars. C'est aujourd'hui une véritable invitation au voyage que je vous propose avec nos auteurs. Je passe tout de suite la parole à Nathalie Collard, directrice commerciale de la maison, qui va vous en toucher 2 mots. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous, soyons optimistes, nous allons vers les beaux jours. Nous avons donc choisi aujourd'hui de vous présenter une sélection de livres Albin Michel de qualité. Nous espérons vivement que vous y trouverez votre bonheur et qu'un des livres vous embarquera. Je sais à quel point le lien avec les auteurs Albin Michel est précieux et utile, donc je vais laisser la parole à Rémi qui va vous les présenter. Merci Nathalie. Nous allons donc commencer notre émission avec une jeune auteure, puisqu'il s'agit de Mélissa d'Acosta. Vous vous souvenez sans doute du succès de Tout le bleu du ciel. C'est avec un nouveau roman intitulé Je revenais des autres que Mélissa d'Acosta nous emmène en voyage, en montagne, dans les Hautes-Alpes. Un jeune groupe de saisonniers travaille dans un hôtel, vivent et s'entraînent. On écoute Mélissa nous en parler. Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui mon 3e roman, Je revenais des autres, à paraître en mai aux éditions Albin Michel. Alors ce roman, comme mes 2 précédents, est une histoire de résilience. Il s'ouvre sur une situation sombre, celle d'Ambre, 20 ans, en rupture familiale, sous l'emprise d'un homme marié, avec qui elle entretient une relation toxique. Et comme dans mes précédents romans, mon héroïne prend le large. Ambre part pour les Hautes-Alpes, un petit village de montagne dans lequel elle va intégrer une équipe de saisonniers dans un hôtel-restaurant. Et là, sur les 6 mois que va durer la saison d'hiver, on va assister à sa renaissance. La particularité de ce roman, c'est la multitude de personnages. Même si Ambre reste le personnage principal, on va suivre tout un tas d'autres protagonistes qui font partie de l'équipe de saisonniers ou qui gravitent autour. Ces gens qui ont choisi de passer la moitié de l'année loin de leurs proches. Alors il y a ceux qui fuient un passé difficile, ceux qui cachent un secret, ceux qui tentent de se reconstituer un semblant de famille auprès d'inconnus. Au fil des jours, tous ces personnages vont s'ouvrir les uns aux autres et se révéler au lecteur. Là où mes précédentes héroïnes, Amande et Joanne, trouvaient leur salut dans une forme de contemplation de la nature, dans une espèce de solitude, ici, Ambre renaît grâce aux autres et avec les autres. Je revenais des autres, c'est une histoire d'amitié, une histoire de fraternité, une histoire de bonheur qu'on se crée en s'attachant les uns aux autres, en s'accrochant les uns aux autres comme autant de maillons d'une même chaîne. Je revenais des autres, c'est le roman des autres, ceux qui nous éclairent d'une façon nouvelle, ceux qui nous donnent la force d'affronter nos fantômes et d'aller de l'avant. Voilà, j'espère que ces quelques mots résonnent à vous comme une promesse et vous donnent envie de découvrir ce nouveau roman. J'espère surtout qu'en 2021, on aura l'occasion de tous se retrouver, auteurs, lecteurs et libraires, autour de jolis moments de partage. En attendant, je vous dis à bientôt. Merci Mélissa. Je revenais des autres en librairie le 5 mai. Nous continuons notre émission avec Anne Gaëluon, autrice du best-seller Le bonheur n'a pas de ride. Anne Gaëluon nous revient avec un nouveau roman intitulé Ce que les étoiles doivent à la nuit. Lise, une jeune chef étoilée, perd tout. Elle reçoit une mystérieuse lettre qui lui parle de sa maman décédée. Cette lettre l'emmènera jusqu'au Pays Basque, où elle va tenter de construire son avenir. On écoute Anne Gaëluon nous en parler. Bonjour, je m'appelle Anne-Gaëlle Huon et je suis l'auteure de Ce que les étoiles doivent à la nuit. Ce roman, il est né début 2020, au moment où je venais de perdre ma grand-mère. J'avais terminé l'écriture des Demoiselles et j'ai perdu l'une des personnes qui comptait le plus au monde pour moi. À ce moment-là, c'est comme si la nuit était tombée sur ma vie et ça a été un moment vraiment douloureux où j'ai découvert ce qu'était le deuil très profond. J'ai découvert ce qu'il avait d'incontrôlable et de long. J'ai découvert le temps du deuil en fait. Et à ce moment-là, pour reprendre mon souffle, je suis partie au Pays Basque toute seule, accueillie par les frères Ibarbour. Les frères Ibarbour, ce sont donc 2 frères qui tiennent un restaurant étoilé à Bidart, près de Biarritz, donc sur la côte basque. Et ils m'ont accueillie dans les cuisines de leur restaurant.
de très tôt le matin jusqu'à très tardivement dans la nuit. Et pendant une semaine, assise sur un haut tabouret dans leur cuisine, j'ai pu observer ce qu'était la vie d'un restaurant étoilé, la vie de sa brigade, mais surtout l'émotion qui habite tous les gens qui gravitent autour de cette passion qui est celle de la cuisine, de la très grande cuisine. Et en leur compagnie, dans le silence intérieur qui était le mien et le brouhaha extérieur qui était celui des cuisines, j'ai pris le temps de souffler, mais aussi de réfléchir, évidemment. Je venais donc de terminer Les Demoiselles, dans lequel une vieille dame, Rosa, raconte son histoire à une jeune femme qui s'appelle Lise. La seule chose qu'on sait de Lise dans Les Demoiselles, c'est que Lise est chef étoilé, reconnu. Et il m'a semblé, moi, lorsque j'étais assise dans les cuisines des frères Ribarbourg, il m'a semblé voir Lise là, cuisiner devant moi. Et toute la mélancolie qui était la mienne, tout le chagrin qui était le mien à ce moment-là, s'est incarné, je crois, dans Lise, qui, au début du roman, a tout perdu. Elle-même est en deuil parce qu'elle a perdu sa mère, et elle-même, comme moi, essayait de gérer ce deuil de la façon dont elle le pouvait. Et la stratégie de Lise a été l'évitement. Et donc, au début du roman, on rencontre Lise qui est complètement habitée par sa mère, qui s'est suicidée le jour de ses 18 ans. Sa mère qui était sa seule famille, et Lise la voit au quotidien, elle est très présente, cette mère fantôme, elle l'entend rire, elle l'entend chanter, elle la voit vraiment de façon très, très incarnée. Et donc assise dans les cuisines de ce restaurant, j'étais à la fois complètement éblouie par l'émotion qui était autour de moi, à la fois l'empressement, la passion, la créativité, mais aussi la très très grande émotivité de ces chefs, de ces commis, de ces chefs de parti, tous ces gens qui gravitaient autour de moi. Et j'ai appris à ce moment-là, donc dans ce moment de ma vie qui était douloureux, que j'attendais une petite fille. C'est une annonce qui m'a été faite et qui était clairement pas attendue, qui a suscité en moi un élan de joie extrêmement lumineux, teinté d'angoisse, parce que je crois que c'est ça, quand on attend un bébé, c'est un mélange de joie indicible, mais aussi d'inquiétude, évidemment. Et ce mélange de chagrin, de deuil, d'espoir, de créativité, d'amour infini, s'est incarné dans l'écriture de ce roman qui donc a commencé par un deuil et qui s'est achevé au moment de la naissance de ma fille. Et ce cheminement de l'ombre vers la lumière fait que ce roman, à mon sens, a une tonalité particulière, une couleur particulière, et donc c'est un roman vraiment en clair-obscur. Il y est question donc évidemment de gastronomie, d'attachement au terroir basque, à ses saveurs, à ses traditions. Et là où Les Demoiselles était un roman sur la transmission, ce roman de Ce que les étoiles doivent à la nuit est un roman sur la reconstruction. On assiste véritablement à la reconstruction de Lise avec des thèmes qui se croisent, comme celui évidemment du deuil, de la créativité, mais aussi bien sûr de la maternité et du rapport de la mère à l'enfant, du père à l'enfant. C'est un roman extrêmement lumineux, je crois, très savoureux, très sensoriel, et il y avait évidemment question de grande cuisine, de papilles, de frétillements, de recettes, de passion, d'engagement, et puis d'histoire de vie. On y croise des personnages secondaires très, 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 très tourmentés, et qui eux-mêmes ont sans doute aussi des fantômes à dompter. Je suis très heureuse de partager ce roman aujourd'hui. Il tient une place très particulière dans ma vie, vous l'aurez compris. Il est à l'image aussi, je crois, de cette année qu'on a passée qui est unique, à la fois parce qu'elle a apporté de sombre, mais ensuite aussi sans doute de lumineux. C'est à travers la nuit qu'on apprécie le mieux, évidemment, à quel point les étoiles brillent. Moi, je vous remercie du fond du cœur. Les Demoiselles sont sorties en juin de l'année dernière, avec beaucoup de retard à cause du confinement. Et malgré les complications qui ont été associées à la sortie de ce livre, il y a eu un accueil fabuleux qui a été fait à la fois par les lecteurs, mais aussi par les libraires, les journalistes. Et pour tout ça, sincèrement, du fond du cœur, merci. Je vous donne donc rendez-vous avec Ce que les étoiles doivent à la nuit, et je vous dis à très bientôt. Merci Anne-Gaëlle, Ce que les étoiles doivent à la nuit, en librairie le 28 avril.
Poursuivons maintenant notre émission avec une troisième auteure, Sophie Talmen. Pour son 6e roman, Là où le bonheur se respire, Sophie nous emmène sur l'île d'Ouessant pour nous raconter une histoire de parfum, d'amour et de résilience. Sophie est médecin neurologue à l'hôpital de Lorient. L'un de ses personnages, Clarisse, est hospitalisé et en réanimation suite à une terrible chute de cheval. C'est sa sœur, Lily, qui va tout tenter pour la sauver. Sophie, c'est à toi. Bonjour, je suis dans le bureau de Lina Pinto, mon éditrice et aussi la responsable des manuscrits de la maison Albin Michel, celle qui découvre les petites pépites qui arrivent par courrier postal, celle aussi qui m'accompagne dans cette belle aventure éditoriale. Je m'inspire souvent de mon quotidien de neurologue à l'hôpital. Je suis souvent amenée à m'occuper de patients qui ont du mal à communiquer, à s'éveiller, et à l'inquiétude des familles qui aimeraient savoir ce qu'elles peuvent faire à leur niveau pour les aider. Et c'est venu de ce constat-là. J'adore m'intéresser au sens. Dans Qui ne se plante pas ne pousse jamais, je me suis occupée du pouvoir du goût, de l'importance de retrouver des recettes d'enfants, de cuisine, de transmission finalement. Et dans cette nouvelle histoire, je m'occupe du pouvoir de l'odorat, de son lien fort avec la mémoire et les émotions. J'ai inventé le personnage de Clarisse qui chute de cheval, qui se retrouve hospitalisée en neurologie, et de sa sœur Lily, jeune parfumeuse, qui va avoir envie de transformer sa chambre. Et elle, c'est pas forcément des photos qu'elle a envie de lui apporter, mais c'est les odeurs qui font partie de son univers. Le fil conducteur dans tous mes romans, c'est l'importance de l'autre pour se reconstruire. Et finalement, je me rends compte que mes patients guérissent plus vite et mieux s'ils ne sont pas isolés et entourés de leurs proches. Et c'est particulièrement vrai pour les enfants, ce processus. Je pense qu'il est important de le rappeler dans cette période difficile où on a du mal justement à aller vers l'autre comme avant, à se voir, se rencontrer, où à l'hôpital aussi les visites sont limitées. Voilà, donc cette histoire fait également écho à cette période difficile. C'est une histoire de résilience, de reconstruction. J'aime que mes histoires aient plusieurs niveaux de lecture, une plus profonde où j'aborde ces aspects-là, en pimentant effectivement l'histoire de notions médicales, que je connais, la neurologie, la plasticité du cerveau après un traumatisme crânien, ça je les aborde. Et puis, si le lecteur a aussi envie de légèreté, il va la trouver dans cette histoire d'amour naissante, cette histoire de famille, d'amitié. Et voilà, j'aime qu'on passe facilement de ces deux niveaux de lecture-là, plus profond, plus léger, parce que finalement, la vie, c'est ça aussi. C'est aussi un peu de légèreté et un peu de drame. Le moins possible d'ailleurs. J'ai écrit cette histoire ça a commencé lors du premier confinement. Le soir, moi j'écris le soir après une journée de travail pour libérer les émotions de la journée, pour me faire du bien finalement. Et je pense que si j'écris pour me faire du bien, les lecteurs me lisent pour se faire du bien aussi. Et il n'y a pas une seule journée où un lecteur ne m'écrit pas pour me faire un retour dans ce sens. Et voilà, j'en suis ravie. Merci Sophie. Là où le bonheur se respire, en librairie depuis le 3 mars. C'est maintenant au tour de Gavin Suisse de nous rejoindre dans cette émission. Gavin a déjà montré son talent, avec ses précédents romans, pour rendre les choses tristes plus légères. Mais c'est dans ce 3e roman, La divine comédie de nos vies, qu'il excelle en la matière. 4 amis, 4 quarantenaires, qui se connaissent depuis la 6e, se retrouvent régulièrement au bord de la mer, à Honfleur. Et vous, jusqu'où iriez-vous en amitié? On écoute Gavin. Bonjour, je suis Gavin Ruiz, l'auteur de La divine comédie de nos vies, aux éditions Albin Michel.
Ce roman, il est né il y a un peu plus de 3 ans. J'étais avec des amis, mes 2 meilleurs potes, tout simplement. On était à Barcelone et on se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, on se parle, on se raconte nos vies, on se raconte ce qu'on fait. On a chacun des parcours très différents, on a chacun des vies très différentes, mais on s'est connus quand on était jeunes, quand on était au collège, mais on s'est pas perdu de vue. Puis aujourd'hui, on a une quarantaine d'années, tous les 3, et en parlant comme ça tout doucement avec eux, pendant tout un week-end, je me suis rendu compte que, même si on était très différents les uns des autres, tous les 3, on a des vies complètement différentes, on ne vit pas proches géographiquement, mais pourtant il y a toujours cette affinité. Et je me suis demandé qu'est-ce qui réunit comme ça des hommes aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres, et c'est comme ça que l'idée est venue tout doucement de créer un groupe de copains, 4 copains. Je les ai appelés Jérôme, Sacha, David, Marc. Ils se sont rencontrés il y a un peu plus de 20 ans, quand ils étaient adolescents, même plus, une trentaine d'années. Ils étaient au début du collège et puis ils se sont pas perdus de vue. Mais ils étaient très différents les uns des autres et ils ont évolué, chacun à leur façon. Ils sont devenus l'un vétérinaire, l'autre chirurgien esthétique, il y en a un qui est jardinier et l'autre qui travaille à la BAC, dans la brigade anticriminelle dans le 93, et donc j'avais envie de comme ça donner envie de voir comment ces différences pouvaient soit les réunir, soit faire exploser le groupe. L'un d'eux va se rendre compte, Jérôme, mon héros, qu'il a un problème dans sa vie, qu'il n'a jamais voulu en parler à ses copains. Jusqu'où on peut aller par amitié? C'est la deuxième question qui m'est venue après cette idée de groupe d'amis. Jusqu'où peut-on aller par amitié? Jusqu'où peut-on suivre son ami? Est-ce qu'on est capable de tout pour lui? Est-ce que c'est ça l'amitié? Est-ce que c'est faire l'irréalisable, faire l'inconnu, faire ce qui nous touche le plus ou qu'on n'aimerait pas faire? Jérôme va demander quelque chose de fou à son ami Sacha. Est-ce que Sacha va accepter? Sacha va se poser pas mal de questions. Il va se dire, mais est-ce que je connais vraiment mon ami? Et ensuite, ça va faire exploser le groupe. Et on va voir se reconstituer tout d'un coup les amitiés, les clans. On va voir ressurgir des secrets, des amours entre ces hommes et ces femmes qui gravitent autour. Il y a Juliette, il y a Olivia, il y a Marguerite. On va découvrir ensuite que tout ça, le temps d'un week-end à Honfleur, en Normandie, se reconstitue. Les vieux ressentiments ressurgissent tout d'un coup. Et c'est l'occasion de peut-être de faire avancer cette amitié, de la rendre peut-être plus forte aussi. C'est en étant dans l'adversité qu'on avance dans l'amitié. L'amitié, c'est un pacte. Il n'y a pas comme un mariage, comme un pax, quelque chose de signé. Non, c'est quelque chose de ténu, de latent. C'est quelque chose qui est à renouveler constamment. L'amitié, ça se mérite. Et avec mes quatre hommes quarantenaires, mes 4 héros, on va voir que l'amitié c'est vraiment fragile et ça se construit constamment. On va aussi découvrir que l'amitié parfois c'est pas très très loin de l'amour. Il y a des chagrins d'amitié, mais il y a aussi des chagrins d'amour qu'il faut combler. C'est le moment ou jamais pour mes 4 héros. Mes 4 hommes, cette histoire qui rappelle peut-être un peu Vincent, Paul, François et les autres, les films de Sauté ou Le cœur des hommes, m'a-t-on dit. Tant mieux. C'est cet esprit. J'ai voulu l'adapter à mon univers, à ma façon de voir les choses, à la tragicomédie de nos vies. On pourrait dire aussi. C'est grave, c'est léger et c'est fragile. Et c'est ça qui peut-être donne le sel de nos vies. Et puis, pour finir, je me suis posé la question du choix de nos vies.
de la liberté? Est-ce qu'on a la liberté d'agir encore? Est-ce qu'on peut refaire complètement sa vie? Est-ce qu'on peut choisir d'embarquer ses amis dans ses choix, justement? C'est toutes ces questions que je me suis posées le long de ce roman qui fait un peu plus de 200 pages, très précisément 212 pages si je ne m'abuse. Et on a voulu, avec mes personnages, parce qu'ils m'habitent et ils sont toujours là avec moi, je les porte, ils me parlent encore. On a voulu donner à vivre cette comédie de nos vies, le temps d'un week-end à Honfleur, et savoir si on a envie de continuer. C'est la fragilité, c'est la douceur, c'est l'humour aussi, parce qu'ils s'amusent, hein, c'est pas grave, ils mangent, ils s'embrassent, ils font plus que ça, même parfois, il y a des scènes un peu chaudes, mais c'est ça la vie, c'est ce condensé de la vie que j'ai voulu traduire et exprimer dans ce roman, La Divine Comédie de nos vies. Merci Gavins. La Divine Comédie de nos vies, en librairie depuis le 3 mars. Poursuivons maintenant notre émission avec François Roux. Vous vous souvenez sans doute du Bonheur national brut ? Eh bien, c'est avec un nouveau roman que François nous revient, La vie rêvée des hommes. Août 1944, 2 soldats fêtent la victoire des Alliés. Stanley, un New-Yorkais séducteur, et Paul, un jeune breton marin-pêcheur. C'est avec sensibilité que François écrit l'histoire de l'homosexualité des 2 côtés de l'Atlantique. François, c'est à toi. Bonjour, je suis très heureux de vous présenter mon nouveau roman qui s'appelle La vie rêvée des hommes. Cela faisait déjà quelques années que j'avais envie d'écrire une passion amoureuse entre 2 personnes du même sexe, mais en même temps j'avais envie d'une histoire qui soit universelle, qui transcende la sexualité, qui puisse s'adresser à tout le monde, qui puisse faire écho aussi bien chez les hommes que chez les femmes, chez les jeunes, chez les plus âgés. J'avais cette idée en tête depuis longtemps et j'arrivais pas à trouver le déclencheur. Et c'est quand je me suis décidé à faire entrer la grande histoire dans la petite histoire que je voulais raconter que finalement j'ai trouvé le bon angle. Un peu comme j'avais fait avec le Bonheur national brut il y a 7 ans, en mêlant la grande histoire du monde à la petite histoire des êtres. En fait, le véritable déclencheur de cette histoire a été la découverte d'un recueil de photographies anciennes, intitulé en français « Ils s'aiment », qui est un voyage incroyable pendant un siècle autour d'amours interdites, des photographies prises par des amateurs, pas du tout des professionnels, et dont la plus ancienne remonte à 1874. Et à l'intérieur de ce recueil, il y avait cette photographie magnifique, un photomaton de 2 jeunes soldats. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais c'est le point de départ de cette histoire. Donc à ces 2 garçons, j'ai donné un nom, je leur ai donné une famille, un destin. J'ai fait fonctionner mon imagination de romancier. Et ils sont devenus Stanley et Paul. Stanley est américain, il vient d'un milieu aisé, c'est quelqu'un de très extraverti, de très à l'aise dans la vie sociale, à l'inverse de Paul, le plus jeune, qui vient de Bretagne et qui est au contraire introverti et dévoré par ses peurs et le milieu social dans lequel il évolue. Et à partir de là, le fil de la narration peut se dérouler. Donc nous sommes à Paris au lendemain de sa libération par les troupes alliées, le 26 août 1944. Paul et Stanley se rencontrent à la terrasse du Georges V sur les Champs-Élysées, donc là où les troupes américaines et françaises en particulier célèbrent leur victoire sur l'occupant allemand. C'est une époque très trouble, Paris est à feu et à sang, les gens ont une furieuse envie à la fois de se venger et de s'amuser. L'occupant allemand est toujours proche, la Luftwaffe bombarde régulièrement certains endroits de Paris, les derniers trains s'en vont en catimini vers les camps. Donc c'est une ambiance extrêmement violente et très passionnelle. C'est dans ce contexte que Paul et Stanley vont vivre une histoire, une liaison incroyable, prodigieuse pourrait-on dire, qui va les marquer toute leur vie. Au bout de 7 jours, ils doivent se séparer. Et quand ils se séparent, c'est évidemment le drame. Mais
ils se promettent l'un à l'autre de ne jamais s'oublier. Et La vie rêvée des hommes, c'est exactement ça. C'est sur 60 ans, cette promesse toujours tenue entre deux hommes qu'a priori tout sépare, le pays, la langue et les habitudes sociales. Stanley va traverser toutes ces années en dandy, malfamé, en essayant de vivre au plus près de sa véritable nature, en dépit de tous les blâmes, de tous les préjugés, de toutes les violences physiques et morales dont il est l'objet, aussi bien de la part de la société civile que de sa propre famille. Paul, de son côté, pour ne pas avoir à subir l'outrage d'être désigné par son entourage pour ce qu'il est, décide à l'inverse de se cacher, de se marier à Elsa, son amie d'enfance, qu'il adore, et avec laquelle il aura 3 enfants. Et toute sa vie, il va tenter de cacher aux autres, et essentiellement à lui-même, la véritable nature de son désir et la nécessité absolue de s'y confronter. Avec ce roman, j'avais aussi envie d'explorer la mécanique de l'homosexualité, de montrer à quel point la moindre pensée des gays est en permanence traversée par l'idée de faute, comment la haine de soi, la honte de soi, finissent par constituer un piège social dans lequel il est extrêmement difficile de ne pas tomber régulièrement. Je voulais aussi montrer comment le regard des autres est essentiel dans la construction de soi, comment il est très difficile de progresser dans un monde hostile, d'arriver à s'affirmer, à grandir pour devenir une personne qu'on finit par aimer et être fier. La vie rêvée des hommes parle aussi de la manière dont le regard porté sur l'homosexualité a évolué au cours des dernières décennies. Comment des batailles violentes et parfois meurtrières ont dû être menées pour que le désir pour quelqu'un du même sexe cesse d'être un tabou, une déviance psychotique et même un crime à certaines époques. J'avais envie d'honorer la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus pour nous, pour que leurs droits existent et que les nôtres puissent exister. Nous sommes faits de leur combat, nous sommes les héritiers de tous ces gens-là. C'est vrai qu'il est plus simple aujourd'hui d'affirmer ce que l'on est, les choses ont changé. Il est plus simple d'exposer ses désirs, mais en même temps, rien n'est réglé vraiment. L'homophobie reste un sujet extrêmement brûlant, un sujet d'actualité, morbidement d'actualité. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'écrire cette histoire, parce qu'il me semble que l'histoire éclaire toujours la scène contemporaine. Ce qui s'est passé il y a 60 ans, ce qui s'est passé pendant ces 60 ans, est utile pour comprendre ce qui se déroule maintenant. Au moment où tout le monde parle de la fragilité des démocraties, du droit à être, de l'individu à être libre. Quoi qu'il en soit, La vie rêvée des hommes est le récit d'une passion amoureuse, intemporelle, universelle, hors du commun. C'est l'histoire d'un amour impossible qui brave sans cesse le temps, les conventions, les tabous. J'espère que vous aimerez ce côté à la fois historique et romanesque. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour vous remercier du fond du cœur de tout le travail que vous accomplissez, de toute l'énergie que vous développez pour que la littérature puisse continuer à exister et que les textes des auteurs puissent continuer à être lus. J'ai vraiment très très hâte de vous retrouver où que ce soit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci François. La vie rêvée des hommes, en librairie le 2 juin. Poursuivons maintenant notre émission avec Éric Foissier qui nous rejoint avec un nouveau roman, Le bureau des affaires occultes. Valentin Verne, le héros, un policier atypique, décrypte les crimes grâce aux nouvelles découvertes scientifiques. C'est donc un véritable voyage dans le Paris des années 1830 qu'Éric Foissier nous propose. On l'écoute. Ce nouveau livre, Le bureau des affaires occultes, est né en fait d'une double envie. D'abord, j'avais envie d'écrire une série avec un héros récurrent. J'avais déjà publié un certain nombre de polars historiques, notamment une trilogie qui se passait durant la Renaissance, et puis aussi 2 autres romans qui se déroulaient à l'époque mérovingienne, à l'époque des petits-fils de Clovis. Mais là, j'avais envie d'écrire une série de romans dans lesquels on pourrait voir évoluer un héros
tout au long des différents tomes. Et puis, la deuxième envie, c'était aussi de situer mon intrigue à une période plus récente, ce qui me permettait de retrouver les codes du polar contemporain et de bâtir donc des intrigues plus modernes, plus proches du thriller. Alors précisément, ce héros récurrent donc, s'appelle Valentin Verne. C'est un jeune inspecteur, il a 23 ans au début du premier roman, et il est muté de la brigade des mœurs à la brigade de sûreté, la fameuse brigade de sûreté qui a été fondée par Vidocq. Et justement, le fameux Vidocq est un des personnages de ce roman. Et ce jeune inspecteur, Valentin Verne, apparaît très rapidement comme un policier atypique. D'abord, c'est un solitaire. Il fréquente très peu ses autres collègues. Et puis, également, il dispose d'une fortune dont on ne sait pas très bien l'origine, qui lui permet de vivre dans un appartement très luxueux qu'il a aménagé et dans lequel il a installé en fait un laboratoire de chimie ultra moderne qui lui permet de réaliser de nombreuses expériences. Et justement, ça fait partie aussi de son caractère atypique. Ce policier en fait a une formation de scientifique. Il a d'abord fait des études de chimie et puis également il a suivi des cours à l'école de pharmacie. Et en fait, il a tout arrêté pour donc rentrer dans la police et se lancer sur la piste d'un mystérieux criminel qui s'appelle le Vicaire. Et cette traque apparaît comme une véritable obsession pour Valentin Verne. Il est même prêt à commettre des actes illégaux, à faire usage de violence pour retrouver la trace de ce criminel. Alors la période du roman, c'est une période particulièrement riche. D'abord, c'est d'un point de vue politique. C'est ça en premier qui m'a attiré. Nous sommes dans le Paris de 1830. Louis-Philippe vient de monter sur le trône. Lorsque le premier roman commence, nous sommes à la fin de l'année 1830. Louis-Philippe a pris le pouvoir en juillet, après la révolution de juillet, les fameuses Trois Glorieuses. Et depuis, il y a une très grande instabilité à Paris, de nombreuses émeutes, car on a une opposition qui est à la fois très divisée et très active, puisqu'il y a à la fois les légitimistes, qui sont les partisans du roi Charles X parti en exil, on a les bonapartistes qui sont nostalgiques de la période de l'Empire, et puis on a les républicains qui sont déçus de voir un nouveau monarque sur le trône. Donc c'est une sorte de baril de poudre, et on sent bien qu'il suffirait d'une étincelle pour que tout ça explose. Et puis, la période m'a également intéressé parce que c'est une période très riche en découvertes scientifiques. On a de nombreux progrès en physique, par exemple. C'est l'époque où on va découvrir l'électromagnétisme, où l'on va inventer la photographie, où on perfectionne les moteurs, où on utilise la vapeur. Dans le domaine de la chimie aussi, il y a de très nombreux progrès. Par exemple, on va isoler de nombreux nouveaux médicaments à partir des plantes. Et puis en médecine également, beaucoup de progrès, on utilise des méthodes nouvelles, comme par exemple l'hypnose. Et ça, c'est quelque chose que je veux montrer dans mon roman. Il se trouve que je suis moi-même scientifique de formation, j'enseigne depuis des années l'histoire de la pharmacie et de la médecine en faculté. Je suis conservateur d'un musée d'histoire de la pharmacie. Et donc, j'aime bien, dans mes romans historiques, raconter les progrès de la thérapeutique à une époque donnée. Et là, il se trouve que ces progrès scientifiques vont vraiment faire partie de l'intrigue, à la fois du roman, mais de la série, puisque ce policier, Valentin Verne, va utiliser ses connaissances pour traquer des criminels d'un genre nouveau qui utilisent toutes ces nouveautés scientifiques encore méconnues du grand public. Alors voilà, j'espère que dans la période un peu difficile que nous vivons, ce nouveau livre vous permettra d'oublier un peu les difficultés actuelles. C'est une période difficile, notamment pour la culture, pour nos amis libraires, pour vous, lecteurs. Et donc, je souhaite vous apporter à travers ce roman un peu d'évasion. Et donc, avant de pouvoir vous retrouver, soit en librairie, soit sur des salons pour des séances de signature, eh bien, je vous souhaite de rester prudent. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Eric, le Bureau des Affaires Occultes en librairie depuis le 28 avril.
Et maintenant, j'ai la grande joie d'accueillir dans cette émission Alexandre Jardin. C'est avec un nouveau roman qu'Alexandre nous revient, dans lequel il renoue avec l'une de ses passions, écrire l'amour et l'absolu. On le retrouve comme dans Fanfan, comme dans Le Zèbre et comme dans L'île des Gauchers. Est-ce que écrire l'amour ne peut se faire qu'à deux voix? Alexandre, on vous écoute. La plus que vraie, c'est un vrai roman d'amour absolu, drôle et prémonitoire. C'est l'histoire d'un homme qui, pendant toute sa vie, a écrit des romans d'amour pour se droguer d'infini, pour se saouler de perfection, parce que dans sa vie, il n'y avait pas de perfection. Et il se camait d'illusions. Et puis, un jour, il rencontre une femme, Alice, qui est candidate à cette perfection-là. Et ils vont inventer ensemble des règles du jeu. Et ils vont rentrer dans une folie douce, une très grande drôlerie, une très grande légèreté, et ils vont s'autoriser à vivre cette perfection-là. C'est un roman que j'ai écrit, et lorsque je l'ai terminé, cette histoire m'est arrivée. J'ai rencontré cet amour infini, avec une femme que je n'ai toujours pas rencontrée, qui vit à Toronto, donc la perfection du livre annonçait la perfection dans la réalité. Et puis c'est un livre dont une partie n'est pas de moi. Vous allez découvrir les lettres de l'héroïne que je n'ai pas écrites, parce qu'il m'a semblé extraordinaire de me tourner vers une amie qui est une jeune auteure, Alexandra Sauvêtre, qui a écrit ces lettres. Je ne voulais pas m'enfermer dans ma vision. J'ai l'impression qu'on peut aujourd'hui écrire des romans d'amour sans s'enfermer dans son regard. Et donc, je voulais que ce soit un duo de gens fous de poésie pour que on quitte le côté dictatorial du point de vue d'un romancier qui impose son point de vue masculin. Voilà. Donc, c'est une aventure littéraire, la plus que vraie. C'est une aventure qui a bouleversé ma vie avec cette femme en Ontario. C'est un roman drôle. Et j'espère qu'il vous arrivera ce qui arrive à ce héros, puisqu'il découvre que c'est bien dans la réalité que se trouve le maximum du romanesque. La première scène fonctionne comme une véritable scène de comédie. Le héros, Frédéric, se rend à Bordeaux dans un très joli hôtel, et à la réception, il tombe sur celle qui va devenir l'héroïne du livre, Alice. Et le réceptionniste les prend pour mari et femme parce qu'ils portent le même nom. Ils s'appellent tous les deux Sauvage. Et il est persuadé donc que c'est un mari et une épouse. Et il est sur place et il leur donne une très grande chambre. Et elle rentre dans le jeu, ça l'amuse. Elle est très joueuse. Et il est très joueur. On entre donc dans un roman joueur. Et ils arrivent dans l'ascenseur, ils montent, ils se regardent, mais ils ne se connaissent pas. C'est la première fois qu'ils se découvrent. Et en arrivant en haut, elle veut lui dire non. Non, parce que je connais vos romans et vous vous contentez de jeux. Vous n'entrez pas dans la profondeur des choses. Donc je ne veux pas jouer avec quelqu'un comme vous. Et elle disparaît. Et le roman commence. Il y a entre l'héroïne et le héros énormément de jeux parce qu'ils ont décidé de définir des règles du jeu. Donc elle lui propose d'abord des règles. Il va les modifier, elle va les modifier. Et je me demande si les hommes et les femmes savent suffisamment jouer ensemble. Et ce jeu dans le roman, je vous le souhaite à tous dans votre vie. Merci Alexandre. La plus que vraie, en librairie, le 2 juin. C'est à Palerme que se termine notre voyage. À Palerme, où la famille Florio est une véritable légende. Débarqués de leur Calabre natale, les frères Florio sont regardés avec mépris par l'élite de la ville. Mais leur petite boutique d'épices prospère. C'est une véritable saga que Stefania Aucci nous propose avec ce premier tome, Les Lions de Sicile, en librairie le 28 avril.
Notre émission arrive maintenant à son terme. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui encore. Nos prochains rendez-vous le 7 juin pour la présentation de notre rentrée littéraire et en septembre pour un nouveau studio Ligas consacré au polar. Merci beaucoup et à bientôt.